Est à présent à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Vous vouliez un débat, chers collègues de la NUPES. Nous y sommes et les députés du groupe démocrate ils sont prêts aujourd'hui, comme ils le seront toujours tout au long de cette législature. Ce débat, vous l'avez provoqué en déposant une motion de censure simplement quelques minutes après le discours de la Première ministre, parce qu'elle n'avait pas demandé la confiance à l'Assemblée nationale. Le vote de confiance, s'il est l'usage, n'est pas obligatoire et vous le savez bien. Il me paraît important de rappeler à tout le monde que Michel Rocard, que Pierre Bérégovoy, qu'Édith Cresson, mais aussi Maurice Couve de Murville, à droite, n'ont pas demandé la confiance à l'Assemblée nationale. Cette notion de censure, c'était votre droit de la déposer. Évidemment, nous ne le contestons pas, mais ce que je conteste, c'est le fait que vous ayez dit que la Première ministre était une anomalie démocratique. Elle a été élue députée, et vous ne pouvez pas dire le contraire. Et votre candidat a été défait. Au préalable, vous reconnaîtrez avec moi que la Constitution de la Ve République garantit les conditions d'un débat démocratique. D'ailleurs, chacun connaît ici les saillies permanentes des insoumis contre cette Constitution, comme le faisait en son temps François Mitterrand, qui l'a pourfendu toute sa vie, avant d'en faire un usage teinté de gourmandise et d'habileté lorsqu'il était président de la République. Comme quoi, le nouveau monde rejoint l'ancien monde. Mes chers collègues, depuis le 19 juin dernier, tout le monde a dit qu'il avait gagné, mais tout le monde a perdu. Personne ne dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle compte 44% des députés, donc une majorité relative. Elle n'a pas eu le résultat de 2017. Votre bloc politique, la NUPES, c'est un quart des députés de cet hémicycle. Le Rassemblement national, certes, il a multiplié par 10 son nombre de parlementaires, mais il n'occupe que 15% de l'hémicycle. La modestie, me semble-t-il, doit être la règle pour chacun. Surtout lorsque l'on voit que les taux d'abstention aux élections, législatives et présidentielles n'ont jamais été aussi élevés. Quelle défiance du peuple vis-à-vis des élus et de vous-même. Nous sommes loin de la situation, chers collègues de la NUPES, de 1993, où ils avaient fait, malgré la Bérésina pour la gauche, 800 000 voix de plus que vous. Nous sommes loin de 2007, où sous Nicolas Sarkozy, je me souviens qu'il y avait quand même 227 parlementaires de gauche. Olivier Faure s'en souvient très bien. Ces chiffres rappellent, je crois, que l'on peut toujours, avec beaucoup de talent et beaucoup d'audace, essayer de rendre les défaites victorieuses, mais les chiffres sont en toutes lettres, comme le disait le regretté Coluche, et ces chiffres sont implacables. L'utilisation des hologrammes pendant la campagne présidentielle, mes chers collègues de la NUPES, n'est pas possible pour compter les députés. Mes chers collègues, une motion de censure, c'est de démontrer qu'une alternative politique est possible. Mais vous ne l'incarnez pas. Vous n'avez pas la majorité absolue. Et vous ne pouvez pas faire d'alliance improbable pour y parvenir. D'ailleurs, vous n'y croyez pas non plus. J'ai lu votre motion avec beaucoup d'intérêt, uniquement technique, un peu genre PPMC, vous voyez, le plus petit multiple commun. Pas un mot sur la crise sociale liée au pouvoir d'achat. Pas un mot sur la pandémie que nous rencontrons chaque jour. Pas un mot sur le soutien à l'éducation. Pas un mot sur la transition écologique. Pas un mot sur la crise internationale. Alors, si la Première ministre n'a pas demandé un vote de confiance, même si elle pouvait compter naturellement sur le soutien des 3 groupes de la majorité sans atteindre la majorité absolue, je ne crois pas un seul instant que tous les groupes d'opposition que tout oppose, si on les écoute, mais beaucoup moins en réalité, n'aient mélangé leur vote dans le seul but de faire tomber le gouvernement. Certains, et ils viennent de le redire à nouveau, comme les Républicains ou le Rassemblement national, avaient d'ailleurs dit, avant même le discours de la Première ministre, qu'ils ne voteraient pas votre motion de censure. Eh bien, vous avez donc offert un vote de confiance implicite à la Première ministre. Mes chers collègues, la situation que nous vivons, dans laquelle personne ne dispose d'une majorité absolue, c'est la volonté du peuple français.
aux élections législatives, qui a voulu cet état de fait, qui s'impose à tous. Respectons le peuple. Qui, quelque part, n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier et veut un nouvel équilibre entre exécutif et législatif. Il appartient désormais à tous les responsables politiques, aux parlementaires, de penser à leur pays plutôt qu'à leur parti, en établissant des compromis sans compromission. Les députés démocrates s'inscrivent pleinement dans cette démarche, comme l'a rappelé le président Mattei la semaine dernière. Cette situation politique inédite signe le retour du parlementarisme et conforte l'Assemblée nationale et conforte également le Sénat qui a tout son rôle à jouer. C'est une bonne nouvelle, une belle nouvelle. Oui, le Parlement est de retour. Qui ici, à un moment de sa vie de parlementaire, n'a pas fustigé, critiqué, regretté les décisions qui arrivaient d'en haut, ces amendements qui étaient balayés, ces articles réservés, ces secondes délibérations imposées? Personne. J'ai connu ce genre de situation avec Nicolas Sarkozy président, avec François Hollande président et sous le précédent quinquennat. Le rôle du Parlement, mes chers collègues, va de redevenir déterminant. Et l'exigence pour chacun, gouvernement et Parlement, c'est de construire ensemble les bonnes décisions, comme vous l'avez dit, Madame la Première ministre. Les collègues de la NUPES, déposant une motion de censure pour démarrer cette législature, mais vous posez un acte de défiance, pas simplement au gouvernement, mais au Parlement lui-même. On n'a pas commencé qu'on a 0 sur 20. Et vous allez vous isoler car vous ne serez pas suivis par les autres groupes politiques. Les majorités écrasantes, mes chers collègues, conduisent souvent à des formes de dérive, comme on peut le constater aussi dans les collectivités locales. Le pouvoir absolu, Jean-Louis Bourlange le dirait bien mieux que moi, n'accompagne que très rarement la vitalité démocratique, bien au contraire. Chacun va devoir plus accepter et écouter les propositions sans tomber dans les démagogies et idéologies. Si je prenais une image d'alpinisme chère à Eric Woerth, il va falloir ouvrir des voies nouvelles. La loi devrait être moins bavarde, simple, compréhensible. Arrêtons de légiférer pour un oui ou pour un non. Cessons d'entasser les lois, les règlements, les normes, parfois inapplicables, souvent inappliquées ou mal appliquées au dernier kilomètre. Réservons les ordonnances, Madame la Première ministre, aux urgences absolues. La co-construction législative, chère à Jean-François Copé pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je n'ai pas oublié, ce n'est pas l'affaiblissement de l'exécutif, c'est le gage d'une plus forte réussite de l'action publique et de l'acceptation par nos concitoyens des politiques mises en place. Le peuple nous donne une véritable chance inédite, c'est celle de rendre le Parlement incontournable. À chaque parlementaire, député, sénateur, de mesurer la responsabilité nouvelle qui lui incombe désormais. À chaque ministre, et ils sont nombreux cet après-midi, de comprendre que les réponses qu'il doit apporter chaque jour dans son département ministériel, il devra les imaginer avec les parlementaires, les élus locaux, chacun à sa place, mais dans le cadre d'une synergie renforçatrice chère aux médecins infectiologues. Non, alors mes chers collègues, au moment où le Parlement est de retour, après avoir parlé pendant des années de l'affaiblissement du Parlement, saisissons cette chance. Osons, bâtissons, écrivons, dans le respect de nos différences, de nos divergences, les solutions du quotidien. Nous sommes condamnés à nous supporter, comme l'a très bien d'ailleurs dit Claude Malhuret, le président du groupe au Sénat. Les Français n'accepteront pas le chaos. Ils seront parfaitement identifiés. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Et qui, au final, est responsable d'une situation de crise de régime? Mes chers collègues, croyez-vous que les réponses à apporter pour garantir le pouvoir d'achat des plus fragiles, actifs et retraités, ne puissent être écrites à plusieurs mains? En tout cas, nous, on n'attendra pas la longue marche qui démarre en septembre avec M. Mélenchon. Croyez-vous que les réponses à apporter face à la pandémie qui est toujours là, et à des solutions pour conforter nos systèmes de santé, soient si éloignées entre les uns et les autres? La réponse est non. Croyez-vous que les réponses à apporter pour lutter contre le réchauffement climatique, décarboner nos énergies, soient totalement incompatibles entre les uns et les autres? Je ne le pense pas. Croyez-vous que les chemins à emprunter pour atteindre le plein emploi permettent aux entreprises de trouver enfin les salariés qu'ils recherchent et sortir de la précarité ceux qui y sont depuis trop longtemps? Sont des lignes parallèles, c'est-à-dire qui ne se croisent jamais? Je suis certain que non. Au moment même où je m'exprime à Versailles avec les salons de Choose France,
100 nouveaux projets industriels dans ce pays. 100 nouveaux projets industriels. Et il y en a un qui est cher à mon cœur dans ma circonscription. Et je vous le dis avec émotion. Mes chers collègues, croyez-vous enfin que la réforme de l'éducation nationale, qui s'impose pour redonner une attractivité nouvelle à ces métiers merveilleux de transmission du savoir à nos enfants et à permettre aux enseignants d'être respectés et plus soutenus, n'appelle pas un sursaut d'intelligence collective? Évidemment que oui. Croyez-vous enfin, pour permettre à chacun de vivre en sécurité, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de la première des libertés, une majorité ne pourra pas se constituer pour apporter des réponses fortes et attendues par le plus grand nombre de nos concitoyens? Là encore, je m'adresse à vous, les collègues insoumis. Chacun prendra ses responsabilités et ultra-minoritaires seront ceux qui considèrent que la police tue alors qu'elle nous protège. Mes chers collègues, le travail parlementaire de ces 5 dernières années est émaillé d'exemples qui démontrent qu'un chemin est possible, et je vais dire ça pour les petits nouveaux. Le texte de loi sur la fin de vie proposé par Olivier Falorni a permis à des députés de toute sensibilité de travailler ensemble, et nous sommes arrivés, Maxime me regarde, au vote de l'article 1, et j'imagine que tous ensemble on ira plus loin. La lutte contre les déserts médicaux, je vois Yannick Favennec, je pense à Thierry Benoît, je pense à Guillaume Garot. Et les propositions que j'ai déposées, elles sont extrêmement proches. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, avec Aurélien Pradier, a montré qu'elle était beaucoup plus large qu'un seul groupe parlementaire et que cette erreur du quinquennat précédent, nous la rattraperons. D'ailleurs, le président de la République s'est engagé. Les petites retraites agricoles, les petites retraites agricoles, monsieur Peu, votre président Chassaigne n'est pas là, mais il me semble que le texte d'André Chassaigne a suscité une adhésion la plus large, oui ou non? Et il est passé, ce texte. Et enfin, Caroline Fiat, qui est là, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a fait un rapport sur les EHPAD, dont je sais qu'il est partagé par le plus grand nombre et qui permettra demain de servir à la loi sur la dépendance. Mais non, Madame Panot, vous n'étiez pas en commission. Je ne vous ai pas vu. J'ai dit, vous ne m'avez pas écouté, qui servira à nourrir la prochaine loi sur la dépendance. Mes chers collègues, ayons ce courage de bâtir les compromis sans compromission. Ces compromis qualifiés d'enrichissement de l'âme ou d'outils de sociabilité par Montesquieu. Le courage, comme le disait Sénèque, c'est d'agir. C'est parce qu'on n'ose pas, que les choses sont difficiles, et m'est-il à rappeler. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Les députés démocrates y sont prêts. Ils seront proposants et exigeants. Ils seront vigilants, notamment en matière de finances publiques, et bienveillants avec l'opposition. Ils seront facilitateurs et acteurs. Chers collègues de la NUPES, il est donc indispensable de repousser cette motion de censure qui placerait le Parlement devant une forme d'inaction alors que le Parlement a toute sa place, qui conduirait le pays à une crise politique, mais surtout, le plus grave, il tournerait le dos à la volonté du peuple qui s'est exprimé en juin dernier. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, le groupe démocrate ne votera pas, vous l'avez bien compris, cette motion de censure, persuadé comme Victor Hugo que rien n'est plus stupide comme vaincre. La vraie gloire est convaincre, et je ne désespère pas de vous convaincre.